temps, bien sûr, de gérer globalement les choses. Voilà, les grands agrégats. Alors, M. Zikara, avant de redonner la parole à Slimane Mani. 51-49, bon, on focalise un peu sur le découragement des IDE, mais peut-être c'est un autre signal fort, disant, pour attirer les IDE. Nous sommes prêts, les Algériens disent à l'étranger, nous sommes prêts à partager les risques avec vous. Nous prenons le gros des risques. S'il y a des risques en Algérie, donc nous en assumons 51, parce qu'une association veut dire un partage de bénéfices, comme ça peut dire, comme c'est un partage de pertes. Et nous assumons. Donc la nouvelle philosophie, disons, de l'économie algérienne, bon, disant, est caractérisée par un slogan très simple, donc un partenariat gagnant-gagnant. Donc là, c'est une vision également à explorer. Donc il ne s'agit pas d'un découragement. Et je vous dirais que plusieurs associations donc, patronales étrangères, dont le MEDEF par exemple, ont fait état donc, de leur compréhension et également de leur acceptation de cette nouvelle donne. Slimane Mani. Toujours à propos du 51-49. Oui, à propos du 51-49, juste un petit point important. Bien sûr que c'est très bien d'essayer de contraindre en quelque sorte les grands opérateurs économiques qui intéressent la construction du tissu économique algérien à s'associer avec des Algériens. J'aurais vu cette mesure accompagnée par une chose tout à fait simple. Les 51% détenus par des Algériens, eh ben, l'État va donner des crédits à des taux quasiment nuls à des Algériens qui souhaiteraient s'associer dans tel et tel domaine d'activité. Parce qu'aujourd'hui, la sphère économique privée algérienne, et là je vais un peu briser un espèce de fantasme qu'il y a peut-être dans la société algérienne, n'a pas eu le temps d'accumuler le capital nécessaire pour rentrer dans de gros investissements et ceux qui intéressent effectivement la macroéconomie de l'Algérie. Le secteur du ciment, combien d'Algériens, personnes, on va dire morales, entreprises 100% algériennes, privées algériennes, sont capables aujourd'hui de prendre des participations dans un investissement de l'ordre de 300 millions de dollars, c'est-à-dire à peu près 100 millions de dollars de fonds propres. Combien il y en a? Vous le savez bien, vous avez le fichier de tous les contribuables, même s'ils ne déclarent pas leurs revenus, même si on décide de diaboliser les chefs d'entreprise, il n'y en a pas qui ont suffisamment accumulé de capital pour entrer dans ce type d'investissement. Donc s'il y avait une mesure à prendre, c'est de choisir des secteurs stratégiques clés et de choisir des chefs d'entreprise. Il faut les choisir, ça s'est passé déjà dans d'autres pays, de dire, eh ben, tel secteur d'activité, nous allons accompagner monsieur un tel et nous allons lui donner les moyens de s'associer avec tel groupe dans le secteur électronique, dans le secteur automobile, dans le secteur des matériaux de construction, etc. Parce qu'on ne peut pas dire jeter en pâture 51-49 et dire, allez, il va y avoir un petit mélange d'associés algériens. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisqu'on a consacré le droit de gestion à l'encontre du Code de commerce aux détenteurs des 49%. Donc, que vont faire ces gens-là? Ça va être des partenaires dormants, comme on les appelle. Donc, ces partenaires dormants, le transfert de technologie va être pour qui? Il ne va pas être pour eux, il va être pour ces jeunes qui vont être dans cette entreprise. Donc le capital soit détenu à 100% par l'étranger ou à 51% par l'Algérien. L'Algérien qui va le détenir, il ne va pas en bénéficier lui-même. Très bien, voilà donc ce qui concerne le 51-49. On a écouté les avis de tout le monde. On va parler du CREDOC dans un instant, mais j'aimerais avoir, puisqu'on a parlé du 51-49, de ce fameux droit de préemption de l'État. Bon, il y a eu l'affaire OTA, c'est un secret pour tout le monde, qui a fait bouger les choses. Monsieur Zikara. C'est-à-dire que là, c'est confirmé. Non, en matière de droit de préemption, donc la loi est venue apporter, disons, des instruments de mise en œuvre de ce droit. En réalité, bon, le principe avait été lancé donc, dans la loi de finances complémentaire pour 2009, mais on ne savait pas qui allait faire quoi. Donc, en quelque sorte, les modifications qui ont été apportées, ils ont été apportés donc, pour préciser donc, à qui s'adresser, qui exerce le droit de préemption, à l'initiative de qui, comment l'exercer. Donc, il y a un ensemble donc, de données qui sont venues compléter. Est-ce qu'aujourd'hui c'est clair dans la tête de tous les partenaires étrangers de l'Algérie, de toutes les entreprises qui exercent en Algérie? Est-ce que ce concept est clair? Je pense qu'avec les dispositions de la loi de finances complémentaire donc pour 2010, les choses sont très claires.
Donc il y a un aspect de lutte contre la fraude un aspect de lutte contre la fraude et un aspect de souveraineté nationale. Il y a deux aspects qui sont clairement définis dans les deux lois de finances, la complémentaire 2009 et la complémentaire 2010, et c'est assez précis pour dire c'est très clair. Très bien. Alors venons-en à cette mesure phare, une dispense de recours au Crédoc instaurée au profit de PME. Ce n'est pas toutes les PME qui sont concernées, certaines. Alors il faut que celles-ci soient importatrices de pièces détachées ou d'intrants dans la limite de 2 milliards de dinars par an. 2 millions. Millions de dinars voilà, par an. Alors, est-ce qu'on peut s'en réjouir, oui ou non? Vous êtes d'accord? La somme, la période, c'est Matmeni, en tant que chef d'entreprise. Je voudrais intervenir aussi sur le droit de préemption. Ah, vous voulez... Je voudrais dire un petit mot très, très rapide sur le droit de préemption de l'État. Je ne conteste pas ce droit de préemption. L'État a le droit parfaitement d'exprimer son droit de préemption. Ce qui me gêne en tant que chef d'entreprise et en tant que citoyen algérien, c'est que dans le texte, il y a des choses qui ne peuvent pas tenir. On ne peut pas demander à une multinationale qui est cotée sur une bourse de fournir la liste de ses actionnaires le 31 décembre d'une année avec une liste qui soit validée par le ministère du Commerce du pays. Quel sens ça a? Les actionnaires changent chaque minute dans une entreprise cotée en bourse. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse mettre des choses comme ça dans le texte sur le droit de préemption qui est très important. Il est important pour l'Algérie, il est important pour la sphère économique. C'est bien d'avoir un droit de préemption, mais on ne peut pas écrire des choses comme ça qui ne tiennent pas la route, honnêtement. Vous allez demander, excusez-moi, je peux employer le nom de la multinationale X, et vous en connaissez beaucoup, qui sont actives en Algérie, comment elles vont faire ? Et si son actionnariat a changé parce qu'il y a eu des transactions en bloc sur des actions à la bourse de Tokyo, l'État algérien ne peut pas dire j'applique mon droit de préemption sur l'entreprise, sur le prorata du quota du bloc d'actions détenues en Algérie. Honnêtement, la mise en œuvre est très très complexe et le texte en lui-même me pose des problèmes en tant que citoyen algérien parce que je me dis quand même on aurait pu juste avoir une petite concertation avec les opérateurs économiques et les experts, parce qu'il y a beaucoup d'experts dans le domaine, qui auraient pu apporter un éclairage au rédacteur. Donc je tourne cette page. Très bien, mais là vous avez ouvert la page justement, parce qu'il y a maintenant les interventions des autres. Salah Mouhouli. On revient sur le Crédoc dans un instant. Là vous l'avez ouvert, c'est ça. Je comprends les préoccupations exprimées par M. Atmani, mais je pense que les fonctionnaires du ministère des Finances ont bien réfléchi à la question, ont même consulté des juristes pour, disons, prendre de pareilles décisions. Et élaborer ça. Exactement. Non, moi je pense que le droit de préemption en tant que tel, c'est un acte d'un pays souverain, parce qu'il faut qu'il protège. Non, mais bien sûr, heureusement d'ailleurs. Oui, donc pour protéger les intérêts de la collectivité. Il ne s'agit pas d'intérêts privés, mais de la collectivité, et pour des points très précis. Il s'agit d'entreprises algériennes qui ont été privatisées, je crois, ou remis ou vendues, et qui par la suite ont posé des problèmes. Non, pas forcément. Si, par exemple, l'affaire Lafarge. Alors, explication de M. Zikara. Je disais que l'affaire OTA avait fait bouger les choses dès le début. Par exemple. Écoutez, bon, pour ce qui est de la cession d'actifs, je pense que la loi est très claire. Vous l'avez sous les yeux d'ailleurs. Oui, bien sûr. Donc la loi, elle dit, donc c'est pas toutes les sociétés, mais les sociétés de droit algérien ayant bénéficié d'avantages ou de facilités lors de leur implantation, donc qui sont concernées. Là, on comprend que c'est pas toutes les multinationales. C'est un peu ça. Donc, sur le deuxième aspect, donc là, ce dont il a été fait évoqué à l'instant, voilà. Là, c'est le rachat, disons, des entreprises qui ont été privatisées lorsque le partenaire donc, ne respecte pas les engagements qu'il a souscrits lui-même dans la convention de privatisation. Oui. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, je cite un cas, un engagement donc, de satisfaire la demande nationale donc, en premier lieu, mais sur le terrain, ça s'est avéré que disons, ce partenaire donc, a préféré donc, satisfaire la demande de sa maison mère au détriment du marché algérien. Donc là, c'est une remise en cause
des engagements et l'État se réserve le droit de racheter, disons, cette entreprise privatisée. Très bien. Donc on comprend bien que ce n'est pas toutes les entreprises qui sont concernées. On peut fermer la parenthèse, c'est Matmani. On passe au Crédoc. On passe au Crédoc. S'il vous plaît. Oui, je voudrais ça l'a revenir un peu sur le 51-49%. J'ai suivi avec beaucoup d'attention toutes les visites des hommes d'affaires, conduites quelquefois par des hommes politiques en Algérie. J'ai retenu deux choses. Premièrement, c'est que tous ces partenaires de l'Algérie ont parfaitement compris le bien fondé des décisions prises par l'Algérie et se sont dit prêts à s'y adapter. Deuxièmement, ils ont tous insisté sur le potentiel algérien qui est là, qui est avéré, qu'il faut développer. Donc, je ne pense pas que l'Algérie ait cette intention de se fermer, parce que ce serait un suicide. On ne peut pas se fermer. Vous nous recroquevillez sur nous-mêmes. Nous avons besoin des idées. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, il faut bien sûr organiser ces idées. Je pense que ce qui a motivé les pouvoirs publics pour prendre de pareilles décisions, c'est un peu l'expérience passée, où pratiquement l'Algérie a très peu bénéficié des transferts de technologie, de la création d'emplois, de la diversification de nos exportations hors hydrocarbures, vous l'avez cité tout à l'heure. Donc pratiquement, c'était une expérience mitigée qu'il fallait peut-être revoir. Bon, maintenant, attendons ce que nous réserve l'avenir. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, je le redis, nous avons besoin des idées. Alors, ceci concernant le 51-49, là on va vraiment fermer la parenthèse. Depuis tout à l'heure j'essaie de la fermer, j'arrive pas. On va dire que le débat est tellement passionnant là-dessus. Le Crédoc, vous, en tant que chef d'entreprise, Slimane Toumani, vous applaudissez ou non? Alors, on parle de cette mesure de... Je me coupe les mains. Tellement, je n'arrive pas à comprendre. J'ai regardé ce texte-là dans tous les sens. Je me dis, mais pourquoi on veut écraser une mouche avec un bazooka? Il y a un problème qui concerne la sphère de ce qu'on appelle l'import-import communément. Pourquoi il faut absolument cibler déjà les industriels de façon aussi violente et aussi agressive? Est-ce que vous pensez que vraiment les opérateurs économiques dans la sphère industrielle algérienne ont un comportement qui mérite une sanction aussi violente? Est-ce que vous pensez que le consommateur algérien mérite qu'on lui fabrique de l'inflation avec des produits fabriqués en Algérie? Parce que la mise en œuvre de ce mécanisme de paiement unique, inéluctablement, elle entraîne des surcoûts. Mais qui va payer ces surcoûts? Alors on va nous dire, vous faites des super profits, prenez sur vos super profits. C'est ça. Pourquoi construire un débat polémique qui n'a pas lieu d'être? Laissons les opérateurs industriels fabriquer leur compétitivité. Vous nous demandez de développer les exportations hors hydrocarbures. Eh bien, donnez-nous toute la panoplie d'armes. Je vais au combat, je ne vais pas avec un stylo, moi, me battre. Quoique, il y a des journalistes qui se battent très bien avec des stylos. Mais j'ai besoin d'avoir toute la panoplie du combattant qui va aller dans l'arène internationale. Aujourd'hui, je ne l'ai pas. Je suis un des opérateurs économiques sur la planète Terre qui se bat avec une seule arme. Bon, alors, on a essayé